à tous et bienvenue à ce webinaire sur la responsabilité environnementale des politiques publiques portées par les caisses de sécurité sociale. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Concernant les modalités pratiques du webinaire, vous pouvez utiliser le chat tout au long de la présentation pour partager vos remarques et vos questions. Un temps d'échange de 15 minutes est prévu à la fin pour y répondre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaitait revenir rapidement sur l'origine de ce webinaire. Il s'inscrit dans la continuité de notre projet de recherche. C'est un projet conduit dans le cadre de notre scolarité à l'EN3S. Nous sommes 5 à avoir travaillé sur le sujet, donc 2 élèves internes, Alan Dizeni et Savet Fekir, et 3 élèves externes, Louis Larieux, Jean-Marc Robiquet et moi-même, Flora Kédar. Pour conduire ce projet, on a été accompagné par Monsieur Lionel Ferrari, donc directeur de notre recherche-action, mais surtout directeur des politiques publiques et du pilotage de l'offre au sein de l'UGA. Donc, le projet de recherche-action vise à identifier des préconisations d'amélioration concrètes et opérationnelles. Nous l'avons mené pendant 9 mois, de mars 2020 à décembre, avec comme livrable final la réalisation d'un rapport. Et pour bâtir ce rapport, nous avons conduit des entretiens avec plusieurs personnes de l'institution que l'on remercie également aujourd'hui car elles nous ont permis de mener à bien ce projet. Et on remercie également l'école, notamment le Centre de ressources documentaires et le service de communication pour leur accompagnement durant toute cette période. Et maintenant, je laisse Alan reprendre la parole. Merci beaucoup Flora, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, une petite devinette que nous vous posons. Quel peut être le lien entre ce couple de canards qui visite Notre-Dame et cette chauve-souris qui a probablement été aperçue en Asie? Alors un indice, la photo de ces deux volatiles a été prise peu de temps après le 17 mars, c'est-à-dire le jour où la France a été confinée. La réponse se trouve dans l'enchaînement qui a rendu possible la pandémie de grande ampleur que nous vivons. Les circonstances exactes qui ont entraîné le passage de l'homme à l'animal de cette maladie qui est la Covid-19, puis sa diffusion sur tous les continents, restent entourées de beaucoup d'incertitudes. Mais nous savons déjà, avec un degré de certitude élevé, que cette crise est étroitement liée à un rapport de l'homme à la nature qui affecte les habitats de nombreuses espèces sauvages. Alors, la Covid-19, précisément, c'est une pandémie qui est le symptôme aigu d'une réalité plus large. Merci, Samed. L'accroissement des risques climatiques et environnementaux constitue un défi majeur pour les sociétés humaines et leurs institutions sociales. Ça peut se matérialiser très concrètement dans l'augmentation des températures qui sont observées depuis plusieurs années et qui bouleversent totalement les écosystèmes. L'Organisation météorologique mondiale a publié il y a quelques jours un document qui atteste que la décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais mesurée depuis 1900, c'est-à-dire concrètement depuis qu'on mesure les températures de façon précise. Ça se traduit également par une disparition de masse d'espèces vivantes, environ 36 000 par an depuis les années 2000, et aussi, bien sûr, pour les sociétés humaines, on en parlait à l'instant, des phénomènes violents qui sont plus fréquents, de la montée des eaux, diminution des rendements agricoles, une raréfaction de l'eau potable et également un accroissement des zoonoses telles que le VIH, Ebola ou plus récemment la Covid-19. Alors, face à l'accroissement de ces risques climatiques et environnementaux, il y a eu plusieurs réponses politiques qui ont été affirmées progressivement, soit à l'échelle mondiale, soit à l'échelle nationale, parfois même locale. L'une des premières étapes clés dans ce processus, c'est le rapport Brundtland qui, en 1987, propose une définition du développement durable comme un développement qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Alors, à la suite de ce rapport, qui est considéré comme fondamental dans le développement d'une réponse écologique à ces risques identifiés, eh bien, il y a plusieurs étapes qui suivent, qui sont également essentielles, telles que le sommet de Rio en 1992, le protocole de Kyoto en 1997, ou plus récemment, la COP21 qui a eu lieu à Paris et qui s'est conclue par un accord international qui fixe un objectif de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés à l'horizon 2100. Cet accord international, donc, qui est vraiment essentiel dans ce processus, s'est traduit en France par la révision de la stratégie nationale bas carbone en 2019. Et on voit aussi avec cette frise que ce mouvement a vocation à se prolonger dans les prochaines années, d'ores et déjà, avec la Convention climatique pour le climat en France qui débouche sur le projet de loi contre le dérèglement climatique qui a été déposé il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, et aussi dans les prochains mois la COP26 qui sera donc le nouveau rassemblement des États sur la thématique de l'écologie. Donc, on voit que concrètement, la question climatique et environnementale est devenue une préoccupation centrale aujourd'hui, et ce mouvement, comme on l'indiquait, a vocation à se prolonger. Alors, dans ce contexte-là, la sécurité sociale peut être regardée comme étant dans une situation assez paradoxale, puisque, bien sûr, elle apporte une contribution essentielle à la santé et au bien-être de la population face aux risques sociaux, y compris lorsqu'ils ont une origine climatique ou environnementale. Pour reprendre l'exemple de la Covid-19, qu'on peut considérer comme tel, eh bien, l'assurance maladie, aujourd'hui, joue un rôle qui est évidemment essentiel dans la lutte contre cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, d'autres branches, telles que la branche famille ou même la branche du recouvrement, participent d'une façon ou d'une autre aux conséquences économiques et sociales de cette crise. Mais dans le même temps, la sécurité sociale a aussi une dépendance forte à l'activité et à la croissance économique, qui sont à la fois des causes fondamentales de la crise écologique, mais aussi un déterminant essentiel de l'équilibre financier de l'institution. Donc nous le voyons aujourd'hui, clairement depuis plusieurs mois, comme à chaque crise économique majeure, les finances sociales sont gravement affectées par la baisse de l'activité et la baisse de la croissance, voire une récession économique. Donc, dans ce contexte précis, nous nous sommes interrogés sur ce que pouvait être le rôle de la sécurité sociale dans la transition écologique. Et on s'est également interrogé sur la façon de renforcer la responsabilité environnementale des politiques sociales, mais aussi du fonctionnement interne des organismes et de l'institution prise dans son ensemble, dans le cadre d'un pilotage qui soit global et cohérent à l'échelle de l'ensemble de la sécurité sociale. Alors, pour répondre à ces questions, on a, disons, procédé en plusieurs étapes. La première, ça a été assez naturellement de réaliser un état des lieux de la situation de l'écologie au regard des politiques sociales et aussi du fonctionnement interne des organismes de sécurité sociale. Ce sera donc la première partie de notre présentation. Et ensuite, on a identifié progressivement l'ensemble des potentialités écologiques que recouvrent les politiques sociales. Et donc, on terminera par des propositions concrètes qui peuvent permettre de bâtir une sécurité sociale et écologique autour d'une nouvelle gouvernance. Alors, s'agissant de la situation, l'état des lieux, de la responsabilité environnementale au sein de la sécurité sociale, donc cet état des lieux est assez contrasté. Ce qu'on a constaté d'abord, c'est que dans le fonctionnement interne des caisses, le cadre stratégique de la RSO et de la responsabilité environnementale est très souple. Il fixe des objectifs qui sont assez généraux, comme, je cite, mesurer et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sans que cela soit traduit de façon quantitative, de façon concrète. Donc ça, c'est par exemple un objectif qui se retrouve dans ce cadre stratégique, qui est le référentiel RSO, qui a été pris en 2020 par l'UCANS en lien avec l'ensemble des branches et particulièrement avec l'ensemble des caisses nationales. Ensuite, ce qu'on a observé aussi, c'est que concrètement, dans les organismes locaux, quelles que soient les branches, des niveaux d'engagement très variables
ont été produits. Et ces niveaux d'engagement, ils dépendent très souvent du volontarisme qui est affirmé par l'équipe de direction et particulièrement par le ou la directrice. Donc, on a pu le voir, hein, par exemple, au sein de la CAF de Seine-Maritime, qui a engagé une politique favorisant le covoiturage avec un outil dédié sur Internet, qui d'ailleurs a été distingué en 2017 par le prix de l'innovation et du développement durable de la sécurité sociale. Et cet engagement, j'ai pu le voir aussi plus personnellement à la CEPAM de Paris, où je suis actuellement en stage de direction, qui a construit une démarche RSO très structurée et qui se développe progressivement. Alors, ce qu'on a aussi observé concrètement, c'est que les résultats qui étaient obtenus étaient insuffisamment lisibles, quel que soit le niveau de lecture, que ce soit au niveau des branches, des organismes ou plus globalement à l'échelle de l'institution. Alors, il y a un outil que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle PERT, qui existe et qui permet de consolider des données très importantes en matière notamment de consommation énergétique et donc permet de calculer les gaz à effet de serre notamment. Mais ces données ne sont peut-être pas assez lisible, assez clair et mériterait, on aura l'occasion d'y revenir, d'être mieux structuré pour afficher les résultats qui sont obtenus. Alors, le deuxième versant de notre état des lieux, ce sera sur la slide suivante, porte sur le cœur des politiques sociales, et ça a vraiment été un axe important de notre travail de recherche, puisqu'on ne s'est pas contenté vraiment au fonctionnement des organismes, mais on a cherché à déterminer ce que recélaient comme dimension écologique les politiques sociales qui sont déployées quotidiennement par les organismes de sécurité sociale. Donc, ce qu'on a vu d'abord, c'est que l'environnement avait des effets très déterminants sur la santé et les conditions de vie de la population, que ce soit au travers de la qualité de l'air, de l'eau, des aliments, de l'aménagement ou du bâti. Avec un exemple concret que l'on peut prendre, un exemple qui est lié à un geste sans doute le plus inconscient et aussi le plus vital, qui est celui de respirer. La pollution de l'air en France ferait au moins 48 000 morts par an, d'après Santé publique France, et ce chiffre récemment a été réévalué à 100 000 par des chercheurs qui relèvent de l'université d'Harvard, donc avec un coût économique et social pour la collectivité qui est probablement considérable, notamment pour l'assurance maladie, mais pas seulement, et donc qui interroge finalement sur l'importance d'investir la dimension écologique dans les politiques sociales. Et ce constat, on a pu le faire d'ailleurs pour d'autres branches, notamment la branche famille, qui déjà a noué un certain nombre de partenariats, notamment Écolo-Crèche, pour essayer d'intégrer la protection de ces usagers, donc en l'occurrence les familles et leurs enfants, qui sont amenés à recourir à leurs solutions de garde d'enfants. À la MSA aussi, on a pu constater quelques dispositifs, notamment un dispositif qui s'appelle Fit Attitude et qui permet d'assurer une forme de toxicovigilance auprès des agriculteurs et de leurs salariés en cas d'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, il est important aussi de souligner que ces effets déterminants de l'environnement sur la santé et sur les conditions de vie de la population sont particulièrement importantes pour les populations les plus précaires, ce qui renvoie au rôle que joue la sécurité sociale aussi dans la réduction des inégalités, et donc notamment dans la réduction des inégalités écologiques. Ce qu'on a constaté, c'est que les territoires les plus défavorisés sont ceux qui aussi sont le plus concernés par ces pollutions qu'on évoquait, pollution de l'air, de l'eau, des sols. Ce qu'on observe aussi, c'est que les ménages les plus pauvres sont ceux qui ont le moins de ressources pour faire face aux conséquences du changement climatique et aussi à des événements violents qui y sont liés. Et on a un exemple très récent dans l'actualité qu'on peut lire dans les événements qui se passent actuellement au Texas, où une vague de froid exceptionnelle a conduit à une forme d'effondrement, au moins temporaire, du réseau électrique. On a bien constaté que tous les foyers
étaient concernés, ou quasiment tous, donc c'est-à-dire concrètement des millions d'individus, mais la capacité à faire face à cet événement était très variable en fonction de la situation économique et sociale de ce foyer. Donc on voit que si on est tous concernés par les conséquences du changement climatique et des pollutions de l'environnement, on n'a pas tous la même capacité à y faire face. Voilà. Et donc, c'était l'état des lieux, en tout cas les principaux axes qu'on a réalisés. Et donc, ça s'est traduit par un certain nombre de propositions concrètes, en premier lieu sur ce que peut faire la santé en matière de protection des individus face aux enjeux environnementaux actuels. Jean-Marc, la parole est à toi. Merci Alan. Oui, effectivement, alors ce n'est pas un hasard si on commence cette présentation de nos propositions par le lien entre politique sanitaire et environnement. Premièrement, d'abord parce que ce lien existe déjà dans l'histoire de la médecine. On a bien le premier traité de médecine attribué à Hippocrate qui s'intitule « Des eaux, des airs, des lieux », ce qui prouve que l'idée que la santé et l'environnement sont liés est ancienne. Et encore un peu plus récemment, mais toujours dans l'histoire, au XIXe siècle, on a bien eu les travaux du docteur Villermé qui ont bien lié habitat insalubre avec des causes de mortalité infectieuse et épidémique, et qui avaient trouvé notamment des solutions pour reloger les habitants des quartiers insalubres à Paris. Et deuxièmement, on a une grande partie des débats actuels sur la justice environnementale qui sont nés justement d'une compréhension des conséquences de l'environnement sur la santé des populations. Et donc cette question des liens entre l'environnement et de nombreuses pathologies comme les cancers, les maladies respiratoires et cardiovasculaires émerge au fur et à mesure dans l'opinion publique et légitime et rendent nécessaire l'action de l'assurance maladie. L'intervention de la branche maladie, on va dire globalement, dans ce nouveau champ de régulation de la santé publique. Donc, ce qui pourrait être réalisable, on a identifié avec le groupe de HERA à travers deux mesures. La première concerne la gouvernance. Alors, on a fait l'état des lieux qu'en France, on a une constellation finalement d'administrations et d'agences qui étudie et cherche à agir sur les déterminants environnementaux de la santé. À titre d'exemple, on a la Direction générale de la santé, bien évidemment, la DGS, les ARS et leurs délégations départementales, le Haut Conseil de santé publique et encore, par exemple, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation et du travail. Et je ne cite là que les principales administrations et agences qui interviennent à différents niveaux du plan national santé-environnement, PNSE, qui est décliné au niveau régional et au niveau départemental par les ARS et leurs délégations départementales. Le problème, c'est que ces initiatives manquent d'opérationnalité et de réalisation concrète. C'est notamment le rapport de l'IGAS de 2018 sur le 3e plan national santé-environnement qui l'a révélé, mis en exergue. Et donc, notre proposition est d'intégrer l'assurance maladie dans la gouvernance de la prévention environnementale et d'essayer de décloisonner au maximum entre les DDARS et les caisses primaires d'assurance maladie. Il faut bien voir que l'assurance maladie dispose des données, du travail sur le terrain des délégués assurance maladie, des DAM, et aujourd'hui, on a de plus en plus, en tout cas, ça émerge, des structures de soins coordonnées comme les CPTS, les MSP. Et donc, on pourrait finalement réussir à répondre, en tout cas chercher à répondre à ce besoin d'opérationnalité. Le deuxième point concerne le transport sanitaire et les consultations médicales. Alors, à manier avec prudence pour les consultations médicales, on a à peu près 300 millions de consultations médicales au total en France. Et on pourrait chercher à renforcer la téléconsultation. Alors, c'est un peu aussi un travail de longue haleine qu'a déjà entrepris l'assurance maladie. Et le deuxième point, c'est celui donc, des transports, deuxième sous-point, et c'est celui des transports sanitaires. Un serpent de mer aussi de l'assurance maladie, de la régulation.
Donc l'idée serait de verser une subvention aux transporteurs sanitaires qui souhaitent s'équiper d'un véhicule sanitaire léger électrique. Et l'autre idée serait de valoriser le transport sanitaire partagé, donc avec une valorisation de l'ordre de 20% du tarif applicable, dès lors que plusieurs patients sont transportés simultanément, sous réserve bien évidemment que leur pathologie le permette. Et bon, dans la situation actuelle du Covid-19 et de distanciation sociale, cette mesure ne peut pas être prise immédiatement. Ensuite, le troisième point, enfin un troisième pilier, on sort de la branche maladie pour aller du côté, enfin, du versant de la mutualité sociale agricole, serait de l'impliquer. Comme a dit Alan en introduction, la MSA a un dispositif de santé environnementale qui se nomme Phytatitude et qui assure une toxicovigilance des produits phytosanitaires qui sont utilisés par les exploitants agricoles et leurs salariés. Néanmoins, la critique que l'on peut faire de ce dispositif, c'est qu'il est davantage centré sur les usages et sur les modalités, on va dire, non conformes de ces produits, mais écarte pour l'instant l'intervention sur l'évolution des usages eux-mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de pédagogie sur ce qui pourrait être amélioré ou sur les dernières innovations technologiques et phytosanitaires pour l'agriculture. De plus, on a des procédures actuelles pour la reconnaissance des accidents du travail, maladies professionnelles en lien avec l'utilisation des produits phytosanitaires qui est difficile à mettre en place. On a un taux d'indemnisation pour ces accidents du travail et ces maladies professionnelles assez faible, qui s'élève à quelques centaines en 10 ans. Alors que le nombre dans la population agricole, le nombre de victimes dans la population agricole de l'utilisation des produits phytosanitaires serait plus de l'ordre de 10 000 personnes. Et donc, en tant qu'acteur central des territoires ruraux, la mutualité sociale agricole pourrait à la fois agir avec deux solutions. Premièrement, ce serait de soutenir davantage les agriculteurs qui font le choix d'une agriculture raisonnée. Alors, le lien n'est pas évident, mais il pourra être fait avec notamment les soutiens de la politique agricole commune pour les changements de production agricole. Et le deuxième point, qui serait plus concret pour les agriculteurs, ce serait celui de rendre la déclaration de l'utilisation des produits phytosanitaires systématique et d'utiliser pour cela aussi la DSN pour qu'il y ait vraiment une prise en compte de ces utilisations. Maintenant, Samed, nous pouvons passer à la slide suivante qui, elle, concerne les conséquences environnementales des produits de santé. On a une crise liée à la Covid-19 qui a mis en exergue les difficultés d'un système d'approvisionnement en produits de santé qui repose en grande partie sur les importations et qui, en plus de générer certaines pénuries de médicaments ou de produits sanitaires, génère des pollutions importantes à cause de leur transport. Et donc, l'idée, c'est aussi que la consommation des produits, des produits pharmaceutiques en France génère des déchets que l'on retrouve ensuite, notamment dans l'eau. Ça a été le fruit et le résultat d'une recherche de l'OMS, donc avec le petit dessin, le schéma que vous voyez à l'écran. Finalement, on retrouve les particules de ces produits dans un certain nombre d'activités ensuite humaines, notamment dans l'agriculture et dans la consommation d'eau potable. On a aussi un seul système en France qui permet aux assurés, aux patients de recycler leurs produits pharmaceutiques, c'est donc Cyclamed, qui a marqué là, ces dernières années un frein, puisque lorsque l'on compare entre 2016 et 2018, on se rend compte que les produits qui étaient recyclés en 2016 sont plus importants qu'en 2018.
Et donc, notre proposition, c'est à la fois d'agir sur le versant de la production des produits de santé et sur la consommation des produits de santé. Alors, sur la consommation des produits de santé, on pourrait généraliser la vente à l'unité du médicament ou en tout cas à la posologie adaptée. C'est notamment le cas dans certains États aux États-Unis, je pense à la Californie, où les patients vont chercher leurs médicaments et ils ont vraiment une posologie adaptée, par exemple dans un flacon, et ils ne retirent pas le paquet directement de médicaments avec 40 cachets si ce n'est pas adapté. Un titre d'exemple. Et enfin, la deuxième solution pour à la fois encourager la relocalisation des industries de santé et forcer l'industrie pharmaceutique à adapter sa production en ayant une production raisonnée, c'est celui d'agir à travers les remises. Alors, le prix des médicaments en France, il est fixé par le Comité économique des produits de santé, qui fixe également une remise que doivent payer les industries pharmaceutiques aux URSSAF pour le compte de l'assurance maladie. La réflexion que l'on a eue, c'est que si l'on baisse cette remise pour les produits pharmaceutiques qui sont fabriqués en France et en plus qui ont des conséquences minimes pour l'environnement, il s'agirait de baisser cette remise pour finalement augmenter la rémunération des industries pharmaceutiques, ce qui pourrait les inciter à relocaliser et à adapter leur mode de production. J'ai terminé. Je laisse donc Samen nous présenter la politique familiale. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter maintenant nos propositions qui concernent les prestations qui sont versées par la branche famille. Par l'intermédiaire de ces prestations, donc légales et extra-légales, la branche famille peut devenir un instrument et un acteur majeur d'une transition sociale et écologique. Nous avons deux volets donc, prestations légales et prestations extra-légales. D'abord sur le volet prestations légales. Premièrement, nous proposons l'introduction d'un dividende carbone dans les prestations qui sont délivrées par la branche famille dans une logique de péréquation sociale. Ici, au fait, l'objectif principal, c'est d'infléchir les inégalités qui sont causées par l'introduction, par la hausse de taxes environnementales. L'effort budgétaire qui est demandé en termes de fiscalité énergétique et en termes de factures est plus élevé au final pour les ménages les plus modestes, tandis que les ménages aisés sont moins pénalisés alors qu'ils sont plus équipés en véhicules, en logements spacieux, etc. Ce dividende carbone, en plus d'assurer ce rôle de péréquation sociale, permettrait d'obtenir le soutien des citoyens pour réussir la transition écologique. Il faut avoir en tête que l'élément déclencheur de la crise des Gilets jaunes fin 2018, c'est finalement la volonté du gouvernement d'augmenter la taxe carbone dans une perspective de changement de modèle et de transition écologique, certes, mais qui, dans tous les cas, était perçue comme le symbole d'une déconnexion et d'une injustice. Donc, notre proposition viendrait obtenir le soutien des citoyens pour réussir cette transition. Le mécanisme est assez simple. On restitue les sommes que les consommateurs doivent consentir du fait de hausse de taxes environnementales, par exemple sur les carburants, sous forme de majoration des prestations qui sont versées par la branche famille. Pour financer ce dividende carbone, nous proposons d'instituer une cotisation carbone en contrepartie, qui serait recouvrée par les URSSAF et qui coûterait entre 1 à 10 euros la tonne de CO2 émise par les entreprises de plus de 5000 salariés. Et il y en a 256 en France. L'enjeu donc est de compléter le financement actuel de la sécurité sociale par l'instauration d'une cotisation sociale qui pénalise les pollutions et l'usage excessif des énergies fossiles. Le deuxième dispositif qu'on propose, c'est également une forme de modulation des prestations légales. Ici, il s'agirait plus de mettre en place une majoration alimentaire de 10% pour les bénéficiaires d'allocations familiales qui choisissent de percevoir 90% de leurs prestations en transfert monétaire. En gros, l'allocataire qui fait ce choix, il recevra 90% de sa prestation en monétaire et 20% en plus en chèque alimentaire. En gros, il aura un total de 110% de la prestation de base.
Ces chèques alimentaires, ils pourraient être utilisés dans les magasins spécialisés dans le bio et la consommation éco-responsable, au travers notamment de partenariats qui seraient réalisés avec la branche famille au niveau national, avec notamment des compensations globales qui seraient versées pour permettre de modérer les prix aux bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, via la politique de décence de logement, qui se trouve finalement à la croisée des chemins entre prestations légales et prestations extralégales, les CAF ont compétence pour contraindre les bailleurs sociaux à remettre aux normes les logements en location, sans quoi la location logement versée est consignée aux bailleurs. Dans ce cadre, on pourrait inclure des critères environnementaux, notamment en termes d'isolation et de consommation énergétique. Sur le second volet, donc prestations extralégales, la politique d'action sociale pourrait constituer un levier en faveur d'une responsabilité environnementale qui serait étendue aux partenaires de la CAF, enfin des CAF. L'action sociale permet notamment d'offrir un soutien financier aujourd'hui aux opérateurs de services et d'équipements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des dépenses publiques qui sont affectées aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux relais d'assistants en maternelle, ils sont financés par les CAF et par la branche famille. Dans le cadre de ces financements, nous proposons d'instaurer une bonification financière qui serait spécifique pour les ESJE qui répondent à des critères environnementaux prédéfinis. Un peu sur le même modèle que ce qui se fait pour le bonus handicap dans la COG actuelle, 2018-2022. L'objectif, c'est d'inciter les acteurs du coup à inscrire la transition écologique durablement au sein de leur pratique par une évolution des modes de financement alloués. Au-delà de ce volet purement financement et financier, il nous paraît important de sensibiliser les autres acteurs et financeurs des ESJE, notamment les départements qui sont des partenaires majeurs des CAF sur ce champ précis, financement des ESJE. Les associer au renforcement du coup de la responsabilité environnementale dans les ESJE nous paraît nécessaire et primordial. Aujourd'hui, les départements proposent des formations qui sont rendues obligatoires aux ESJE avant l'accueil de leur tout premier enfant, à la création du coup. Par exemple, dans ce cadre, pourquoi ne pas collaborer et se coordonner pour mettre en place un module développement durable au sein de ces formations. Voilà pour les propositions majeures que nous vous proposons concernant la branche famille. Je vais maintenant laisser le soin à Louis de vous présenter nos propositions qui concernent l'objectif de neutralité carbone. Merci. Merci Samed. Bonjour à toutes et à tous. Alors en matière de fonctionnement interne, comme l'a rappelé Alan en introduction, les caisses de sécurité sociale ont mis en place un certain nombre de mesures. Nous proposons d'aller beaucoup plus loin. L'institution pourrait se fixer un objectif ambitieux, atteindre la neutralité carbone d'ici 2035. Alors, qu'est-ce que la neutralité carbone ? Pour un pays, c'est un concept qui signifie un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de ces mêmes émissions par les puits de carbone qui sont présents sur le territoire, comme les forêts. Pour une entreprise ou une institution, c'est un peu différent. La neutralité carbone implique la compensation des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise ou de l'institution par le financement de projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ailleurs, le plus souvent dans un pays en voie de développement. J'attire votre attention sur le fait que la compensation n'est pertinente qu'une fois que les émissions de gaz à effet de serre ont été fortement réduites par la structure. Elle ne doit pas être un prétexte à l'absence d'action. Donc, les caisses de sécurité sociale devraient d'abord continuer à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre et, dans un second temps, compenser les émissions restantes. Vous voyez apparaître à l'écran la répartition des émissions de gaz à effet de serre au sein de la branche famille. Ça serait à peu près la même chose dans les autres branches. On voit que la moitié des émissions carbone sont dues au déplacement, que ce soit ceux des agents ou ceux des allocataires. 17% est dû à l'immobilier, 13% à l'énergie. Le reste résulte des achats et du traitement des déchets. Les caisses de sécurité sociale doivent donc concentrer leur action sur ces quelques domaines. On va maintenant aborder quelques préconisations que nous faisons dans le rapport. On va se concentrer sur celles qui concernent les déplacements pour deux raisons. D'abord parce que, comme on vient de le voir, ils représentent plus de la moitié des émissions carbone des caisses. Ensuite, parce qu'une marge de progression importante existe.
En ce qui concerne les déplacements des agents, on peut les réduire en pérennisant le télétravail. Depuis le début de la crise sanitaire, cette modalité de travail le recours à cette modalité de travail a fortement progressé. Et c'est une bonne chose car ça a un impact substantiel sur l'environnement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a sorti une étude sur le sujet. Elle estime qu'un salarié qui fait 1 jour de télétravail par semaine permet d'économiser 270 kg de CO2 par an. L'étude rappelle que le télétravail a des effets rebonds négatifs qu'il ne faut pas négliger en matière environnementale. Pourquoi? Parce qu'il augmente les flux vidéo, parce qu'il peut faire naître d'autres trajets et qu'il entraîne des consommations énergétiques. Néanmoins, l'ADEME rappelle quand même que les effets rebonds négatifs sont largement inférieurs aux effets positifs. Donc, nous préconisons que les caisses signent des accords, des protocoles ou des avenants au protocole lorsqu'ils existent déjà, afin de permettre à tous les salariés qui le souhaitent de recourir au télétravail jusqu'à 3 jours par semaine, sauf nécessité de service. Pour rendre les déplacements plus respectueux de l'environnement, nous proposons que les agents qui ont des déplacements professionnels, comme les travailleurs sociaux ou encore les contrôleurs, puissent recourir à une flotte d'automobiles électriques. Quelques caisses ont déjà acheté des Renault Zoé, mais les voitures électriques représentent encore qu'une part marginale du parc automobile des caisses. Enfin, nous préconisons l'instauration du forfait mobilité durable qui permet à l'employeur de financer les déplacements domicile-travail lorsque ces derniers sont effectués par le covoiturage ou en vélo. Ce forfait mobilité durable pourrait aller jusqu'à 400 € par agent par an. D'ailleurs, à ce propos, comme l'a mentionné Alain dans l'introduction, la CAF de Seine-Maritime a réalisé quelque chose de très intéressant. Elle a mis en place une plateforme de covoiturage interne qui a un certain succès. Pour réduire les dépassements des assurés, il faut commencer par leur demander moins de formalités administratives. Pour ce faire, il faut échanger plus d'informations avec les autres caisses de sécurité sociale et avec les autres administrations. C'est ce qu'a commencé à faire la branche famille à travers la réforme des aides au logement qui est entrée en vigueur en début d'année 2021. Lors de l'application des nouvelles aides au logement, les CAF récupèrent automatiquement les données concernant les rémunérations versées par les employeurs. Il convient également de former les assurés qui ont des difficultés avec les outils numériques, ce qui les contraint à se rendre à l'accueil parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux téléservices. Nous pourrions créer des ateliers interorganismes en s'appuyant notamment sur le tissu associatif existant. Enfin, il nous semble important de continuer à développer les rendez-vous en visioconférence et les rendez-vous téléphoniques qui évitent à l'assuré de se déplacer. Ces modes de rendez-vous sont fortement accrus depuis le début de la crise sanitaire et mériteraient d'être pérennisés. Une fois que toutes ces mesures de réduction de l'empreinte environnementale auront été mises en place, les caisses de sécurité sociale pourront compenser les émissions restantes. Il existe 3 types de projets de compensation carbone. Les projets forestiers, qui consistent notamment à financer l'implantation d'arbres qui sont des puits de carbone naturels, les projets d'énergie renouvelable, comme l'installation d'éoliennes, ou encore les projets de changement de mode de consommation d'énergie, qui reviennent à remplacer une énergie polluante par une énergie peu polluante ou propre. Nous préconisons que chaque caisse subventionne un ou plusieurs projets de ce type à travers une démarche participative afin que chaque agent puisse se l'approprier. Le point bénéfique de la compensation carbone est que ces projets ont souvent lieu dans des pays en voie de développement et revêtent une dimension sociale parce qu'ils permettent aux populations locales de voir leurs conditions de vie améliorées. Par conséquent, en les mettant en place, les caisses de sécurité sociale pourraient atteindre leurs objectifs environnementaux tout en faisant vivre une certaine solidarité internationale. Nous avons cherché à déterminer le coût que cela pourrait représenter pour un organisme de taille intermédiaire. Prenons le cas d'une caisse qui émet environ 4000 tonnes de CO2 par an. Compenser la totalité de ses émissions carbone lui reviendrait à 88 000 € par an. Si cette caisse met en place les diverses mesures de réduction de son empreinte environnementale au préalable, elle pourrait réduire fortement cette dernière
Si elle arrive à les diviser par 2, la compensation totale de ses émissions carbone lui reviendrait à environ 40 000 € par an. Par conséquent, l'atteinte de la neutralité carbone est un objectif ambitieux, certes, mais tout à fait réalisable si l'institution s'en donne les moyens. Je passe maintenant la parole à Flora afin qu'elle évoque les enjeux de gouvernance. Merci Louis. Alors effectivement, pour assurer une mise en œuvre efficace et cohérente de l'ensemble des propositions, notamment sur le fonctionnement interne qui ont été citées précédemment, la question de la gouvernance se pose. Alors à ce jour, comme l'a souligné Alan en début d'intervention, la démarche de responsabilité sociétale des organisations à l'échelle de l'institution est organisée par l'UCANS avec le référentiel RSO qui a succédé au plan cadre en 2020. En complément d'ailleurs, une cartographie des actions mises en œuvre pour répondre aux différents engagements présentés dans le référentiel seront disponibles sur le site de l'UCANS dans une logique de partage des bonnes pratiques. Toutefois, afin de renforcer le suivi des efforts engagés en matière de responsabilité environnementale, le référentiel pourrait être enrichi avec la définition d'objectifs précis. Bien entendu, l'UCANS n'a pas vocation à définir de façon unilatérale les résultats attendus en la matière, mais ces objectifs pourraient par exemple être définis à l'échelle de chaque branche au regard des niveaux observés, notamment d'empreinte écologique, et également en fonction des objectifs stratégiques que se fixe l'institution, notamment au regard de l'objectif de neutralité carbone. D'ailleurs, l'atteinte de ces objectifs pourrait être aussi suivie via des indicateurs définis à l'échelle de l'institution. On pourrait par exemple avoir un indicateur sur le même modèle que l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Cet indicateur donnerait ainsi à l'ensemble des organismes une visibilité quant à leur niveau de performance écologique, et ces objectifs pourraient, avec les indicateurs, être intégrés dans les coges respectives des caisses nationales. Toutefois, pour faciliter le suivi opérationnel de ces indicateurs, il importe de rénover l'outil PERLS dans une version qui permettrait peut-être d'automatiser le traitement de certaines informations, ce qui constituerait un gain de temps important pour certains organismes, et aussi d'en faire un véritable outil d'aide à la décision pour permettre aux caisses aussi d'orienter les actions qu'elles souhaitent mettre en œuvre en fonction de leur niveau d'atteinte des différents objectifs. À terme, et plus dans une logique partenariale conclue entre l'État et la sécurité sociale, un pacte écologique et social pourrait être donc conclu et décliné aussi à l'échelle territoriale. Ce pacte faciliterait finalement la conduite et la réalisation de projets générant à l'échelle des territoires des gains économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. On peut par exemple citer des projets de mutualisation immobilière, mais également, pourquoi pas, la mutualisation de flottes automobiles électriques ou de leur fonctionnement de recharge. Et d'ailleurs, dans un contexte marqué par une contrainte budgétaire forte, ces pactes locaux pourraient être aussi un levier d'efficience et de performance entre organismes de sécurité sociale et administration publique. Et ils contribueraient aussi à faciliter le décloisonnement entre les différentes institutions. Enfin, en complément de ce cadre de pilotage, il incombe aussi de définir une stratégie de formation et de communication pour sensibiliser tant l'ensemble des collaborateurs de l'institution que nos publics. Alors, en matière de formation, la formation des cadres dirigeants au regard notamment de leur rôle dans la définition et la conduite de la politique des organismes nous semble primordiale. Par exemple, à l'EN3S, donc les différentes conduites de projets qui sont menées pourraient intégrer une dimension durable, où la dimension écologique pourrait être également associée aux engagements associatifs qui y sont menés. Au sein des organismes de sécurité sociale, les référents RSO et QVT constituent aussi, selon nous, un public dit prioritaire en matière de formation sur ce sujet,
puisqu'ils peuvent après en interne promouvoir et diffuser aussi les bonnes pratiques qu'il existe et accompagner l'ensemble des collaborateurs à ces évolutions. On tient à souligner qu'une démarche en ce sens est à l'œuvre actuellement avec le programme Impulsion 21 conduit par Lucans en partenariat avec Green Solus. Donc, des MOOC sont disponibles et permettent de découvrir les enjeux de la transition écologique et mettent à disposition différents outils pour assurer la transmission des informations dans les organismes. Pour favoriser aussi la connaissance de tout ce qui relève de cette dimension écologique, l'intranet et les différentes plateformes collaboratives constituent des leviers intéressants en la matière. Par exemple, au sein de la branche maladie, sur la plateforme collaborative LIAM, on retrouve le groupe Ecolab, qui est donc accessible à l'ensemble des collaborateurs du réseau. Et ce groupe, en plus de partager certaines bonnes pratiques ou innovations, propose différentes conférences. Donc, les dernières, c'était notamment sur la pollution numérique et l'économie circulaire. Dans la continuité de toutes ces démarches, on a également la possibilité de sensibiliser nos publics à la transition environnementale en communiquant sur nos réussites. Cela passe notamment par la promotion des offres de services plus responsables que l'on développe, comme soulignait Louis plus haut, aussi en limitant leurs déplacements et en faisant la promotion de cela. On peut également les sensibiliser en communiquant et en valorisant aussi les actions que l'on développe en interne en matière de préservation de la biodiversité, mais également sur les économies d'énergie que l'on réalise. Voilà, là, c'était un peu des exemples, mais on peut investir ce champ-là pour toucher tant nos collaborateurs que nos publics. Et donc, le renforcement de la responsabilité environnementale de l'institution passe aussi par un pilotage structuré et par une meilleure information de chacun. Et je laisse la parole à Alan pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Flora. Pour conclure très rapidement, donc on a vu qu'il y a de nombreuses interactions entre les conditions environnementales et les situations sociales qui justifient de renforcer l'intégration de la dimension écologique dans les politiques sociales, en particulier celles qui sont portées par les différentes branches de la sécurité sociale. Et elles justifient aussi de mettre en cohérence cette évolution qu'on appelle de nos voeux dans le fonctionnement interne des organismes en atteignant prochainement la neutralité carbone. Pour atteindre ces objectifs forts, une gouvernance doit être portée au plus haut niveau pour donc assurer notamment une diminution concrète de nos émissions de gaz à effet de serre au moyen d'une planification qui soit ambitieuse et méthodique entre les différents organismes aussi à l'échelle locale, comme l'indiquait Flora. Et donc pour conclure, on vous propose cette citation de Simone Weil, la philosophe, qui date de 1934, donc il y a un certain temps, et qui nous a semblé faire écho très fortement à la période, au temps que nous vivons actuellement. Cette citation, et ce sera vraiment le mot de la fin, vous la retrouverez dans un article que nous invitons à retrouver dans la revue Regard, donc la revue de l'EN3S, qui portera justement sur cette thématique de la dimension environnementale dans les politiques sociales, articles et revues donc, qui sont à paraître autour, je crois, du mois de mars ou du début du mois d'avril. Voilà. Et on vous remercie collectivement pour votre participation